bonsoir à vous qui nous rejoignez de l'Obangui au Tanganyika et bienvenue dans votre édition d'Inside News RDC. En ce premier lundi du mois de février, notre nation se trouve à l'épicentre d'un paradoxe qui définit la complexité de notre époque. Pendant que des drones kamikazes, symbole d'une agression technologique lâche, survolent le ciel de Kisangani, la signature de nos ministres résonne sous les coupoles dorées d'Abu Dhabi. Ce soir, nous explorons comment la souveraineté nationale se défend sur deux fronts. Celui brûlant des armes dans les hauts plateaux et celui feutré des contrats miniers qui agitent les chancelleries de Washington à Pékin. Le fil conducteur de cette édition est une interrogation sur notre capacité à transformer nos richesses en un bouclier impénétrable. Nous verrons que la reprise de Minembwe par nos soldats n'est pas un fait isolé, mais le miroir d'une volonté de fer qui doit désormais s'étendre à la gestion de nos finances publiques. La rigueur exigée par nos partenaires internationaux et l'ombre des services de renseignement américains sur nos mines de cobalt ne sont pas des coïncidences. Ce sont les pièces d'un échiquier mondial où la RDC refuse désormais de n'être qu'un simple spectateur. Notre pays se bat pour son intégrité physique à l'Est, tout en négociant sa place dans la transition énergétique mondiale. Entrons immédiatement dans le cœur de cette actualité qui dessine les contours de notre futur commun. Le conflit qui déchire nos provinces orientales vient d'emprunter un sentier technologique inquiétant, déplaçant le centre de gravité de l'agression vers le cœur de la Tshopo. Entre le samedi 31 janvier et ce dimanche 1er février, l'aéroport international de Bangboka, porte d'entrée stratégique de Kisangani, a subi une tentative de sabotage inédite. Des drones kamikazes, porteurs de munitions non conventionnelles, ont été lancés pour frapper nos infrastructures vitales. Le premier bilan de l'agence congolaise de presse faisait état de 5 engins, dont 4 pulvérisés en plein vol et un ayant échoué sa course près de la piste. Toutefois, les précisions apportées ce matin par Senol Tandia Akomboyo, porte-parole du gouvernement provincial, révèlent une offensive plus large avec 8 drones neutralisés par la vigilance de nos forces armées. Cette escalade technologique de l'AFC M23 et de ses parrains rwandais n'est pas fortuite. Elle intervient comme une réponse asymétrique à l'accord de paix de Washington. En frappant à des centaines de kilomètres des lignes de front habituelles, l'agresseur tente de démontrer que nulle zone de notre territoire m'échappe à sa portée. Pour nos stratèges à Kinshasa, cette attaque sonne comme un avertissement. La défense de notre intégrité exige désormais une supériorité électronique et une surveillance aérienne permanente. Ce sabotage des efforts diplomatiques mondiaux par Kigali souligne l'urgence d'une réaction internationale qui dépasse les simples mots de condamnation. Pourtant, au sol, la réalité raconte une épopée de reconquête. Après 4 jours de combat d'une intensité exceptionnelle, la localité de Minembwe, dans les hauts plateaux de Fizi, respire à nouveau sous le drapeau de la République. Le capitaine Sylvain Bijanou, porte-parole de la 33e région militaire, confirme que la coalition rebelle, regroupant les Twirwaneho, le Red Tabara et l'AFC M23, a été mise en déroute. Le bilan est sans appel pour l'ennemi. 35 combattants neutralisés et une vague de reddition qui ne faiblit pas. Ce lundi, 43 éléments, épuisés par une errance sans issue, ont choisi de déposer les armes face à la pression exercée par le général de brigade Fabien Tonia Kashindi. Ces hommes, pour la plupart d'anciens militaires égarés, témoignent d'un calvaire insoutenable dans les rangs des agresseurs. La libération de Minembwe marque un tournant psychologique majeur pour nos léopards. Ce bastion, que l'ennemi pensait imprenable grâce à ses appuis extérieurs, est tombé sous le poids d'une stratégie de reconquête coordonnée. Les notables locaux, par leur travail de sensibilisation, ont rappelé à notre jeunesse que cette guerre par procuration ne produit que des larmes et du sang pour le seul bénéfice de voisins prédateurs. Cette victoire militaire sécurise nos terres, mais elle nous rappelle cruellement la nécessité de financer notre défense par une gestion souveraine de nos ressources.
car une armée qui s'impose sur le terrain est avant tout une armée portée par la puissance économique de son sous-sol. Au centre de la transition énergétique planétaire, le cobalt congolais se transforme en un terrain d'affrontement pour les services de renseignement. L'entreprise Chemaf, pilier minier du Lualaba, se trouve aujourd'hui au cœur d'une transaction qui ressemble à une opération de contre-espionnage économique. Asphyxiée par une dette colossale de 900 millions de dollars, dont un prêt de 600 millions consenti par le géant Trafigura, l'entreprise de Shiraz Virgi cherchait désespérément un repreneur. Après l'échec de la vente aux Chinois de Norin Mining en mars dernier, bloqué par nos autorités sous la pression de Washington, c'est un acteur américain au profil singulier qui entre en scène. L'offre déposée par le consortium Virtus Minerals et Orion Resource Partners dépasse le simple cadre commercial. À la tête de Virtus, nous trouvons des figures qui connaissent parfaitement les rouages du pouvoir américain. Son président, Gregory Roberts, est un ancien officier de la CIA, tandis que le directeur général, Phil Brown, est un membre actif des forces spéciales. Cette présence d'experts en renseignement et en opérations tactiques confirme que l'acquisition de Chemaf est un acte de guerre économique dirigé contre l'hégémonie chinoise en RDC. Avec le soutien du département d'État et d'Orion, qui gère 8 milliards de dollars d'actifs, les Américains entendent relancer le projet Mutoshi. Ce site, achevé à 80%, possède des réserves estimées à 300 000 tonnes de cobalt, une manne capable de redéfinir les équilibres mondiaux. Cependant, derrière ces grandes manœuvres géopolitiques, la détresse humaine à Kolwezi est palpable. Les 3500 employés de Chemaf vivent un calvaire quotidien. Les salaires arrivent avec des mois de retard. Les avantages sociaux ont disparu et l'obscurité gagne les installations car les factures d'électricité ne sont plus honorées. Pour ces pères de famille, les discours sur la sécurité nationale américaine ne remplissent pas les assiettes. La GECAMINE, notre société d'État, observe ce balai avec une méfiance légitime. Elle, qui détient les permis de Mutoshi, a proposé de reprendre l'entreprise pour $1 symbolique, afin de garantir que la majorité de la production serve réellement nos intérêts avant d'alimenter les batteries occidentales. Le sommet sur les minéraux critiques qui s'ouvre à Washington le 4 février, sous l'égide de Marco Rubio, apportera des éclaircissements sur cette transaction. Mais nous devons nous interroger. Notre cobalt doit-il rester le trophée de chasse des agences de renseignement étrangères ou devenir le moteur de notre propre développement? Pour que cette richesse profite enfin au peuple congolais, le circuit qui mène de l'extraction au trésor public doit sortir de l'opacité. Cette exigence de transparence nous conduit directement vers les réformes structurelles de nos finances intérieures. La crédibilité de notre nation sur la scène internationale repose sur la clarté de nos registres financiers. Vendredi dernier, une cérémonie solennelle a marqué le retour d'une discipline oubliée, la prestation de serment des comptables publics devant le ministre des Finances, Dodou Fwamba. Cette décision n'est pas une simple coquetterie administrative, mais une réponse directe aux exigences du Fonds monétaire international. Le principe est implacable. L'ordonnateur, celui qui décide d'engager la dépense, doit être strictement séparé du comptable, celui qui manipule l'argent. C'est le seul rempart efficace contre les circuits parallèles qui vident nos caisses depuis des décennies. Le tableau brossé par le CREF-DL lors de ses échanges récents avec les experts du FMI révèle pourtant l'ampleur du défi. À la fin du mois de septembre 2025, notre gouvernement avait déjà décaissé 1,5 milliard de dollars en recourant au mode urgence. Cela représente 17,36% de nos dépenses totales, alors que les engagements pris avec nos partenaires fixent un plafond de 10%. Lorsque l'exception de l'urgence devient la norme de gestion, c'est l'ensemble de notre économie domestique qui se trouve sabotée. Ce recours massif aux procédures dérogatoires évacue le contrôle parlementaire et entretient une opacité nuisible à la confiance des investisseurs. Rétablir la fonction de comptable public, c'est imposer une responsabilité personnelle et pécuniaire à ceux qui gèrent chaque franc congolais.
Cette réforme est la condition sine qua non pour l'opérationnalisation du compte unique du Trésor, visant à éliminer les fuites financières vers des comptes obscurs. L'Inspection générale des finances, dirigée par Christophe Bitassimois, s'apprête d'ailleurs à évaluer son plan stratégique pour transformer ses contrôles en une surveillance digitalisée et permanente. Passer d'un contrôle de gendarme à un contrôle de performance est une ambition noble, mais elle exige une volonté politique qui ne plie pas devant les intérêts particuliers. La route vers une gestion saine est encore longue, parsemée d'obstacles hérités de vieilles habitudes. Cependant, cette rigueur intérieure est le socle indispensable pour oser des ambitions diplomatiques audacieuses. Sans une traçabilité totale de nos ressources, nos accords internationaux resteront des coquilles vides. C'est avec cette nouvelle exigence de transparence que notre pays se présente désormais devant ses nouveaux partenaires économiques. Pendant que nous tentons de mettre de l'ordre dans nos livres de comptes, notre diplomatie s'active pour diversifier nos alliances stratégiques. Ce lundi 2 février, le président Félix Tshisekedi a été reçu avec les honneurs au palais Kasr al-Watan par Mohamed Ben Zayed Al Nahyan. Accompagné des ministres Louis Watoum pour les mines et Julien Paluku pour le commerce extérieur, le chef de l'État a acté la signature de l'accord de partenariat économique global avec les Émirats arabes unis. Ce partenariat est le fruit de 2 années de négociations ardues visant à sortir de la dépendance exclusive envers nos partenaires traditionnels ou l'omniprésence chinoise. Cet accord ne se limite pas à des intentions diplomatiques. Il définit un cadre formel pour des échanges accrus dans les secteurs des transports, du commerce et de la valorisation minière. Pour Kinshasa, l'enjeu est de taille. Attirer des capitaux capables de financer la transformation locale de nos ressources. Les Émirats disposent de la puissance financière nécessaire pour accompagner nos grands projets d'infrastructures routières et portuaires. En signant ce document, la RDC envoie un signal fort au monde. Notre pays refuse d'être le terrain de chasse d'un seul bloc idéologique et choisit la voie d'un partenariat qualifié de gagnant-gagnant. La stratégie de diversification est essentielle pour stabiliser notre économie face aux fluctuations brutales des marchés financiers mondiaux. Abu Dhabi devient ainsi un point d'ancrage dans notre quête de souveraineté économique. Toutefois, l'efficacité de cette alliance se mesurera à sa capacité à impacter le quotidien de nos compatriotes. Un accord, aussi prestigieux soit-il, ne trouve sa valeur que s'il permet de construire des écoles, des hôpitaux et de garantir la sécurité alimentaire. La solidité de nos liens extérieurs dépendra toujours de notre capacité à moderniser nos institutions sociales et à assurer d'une inclusion financière pour tous. La renaissance de notre nation passe par une transformation radicale de ses outils de gestion de proximité. À la Caisse générale d'épargne du Congo, Célestin Moukeba Muntouabo conduit une modernisation accélérée pour faire de la Cadeco un pilier de l'inclusion financière. Avec un réseau couvrant nos 145 territoires, l'institution se digitalise pour sécuriser la collecte des recettes de l'État jusque dans les zones les plus reculées, souvent privées de tout service bancaire. Cette volonté de numérisation vise à offrir un service de qualité tout en protégeant les fonds publics contre la prédation. C'est ce même élan de développement que nous observons dans la province du Congo, où le gouverneur Willy Bitwisila multiplie les contacts avec des investisseurs pour lancer des projets agricoles et électriques d'envergure, indispensables pour désenclaver cette région et nourrir nos centres urbains. À Kinshasa, cette exigence de changement se traduit par une fermeté accrue sur nos artères. Le gouverneur Daniel Bumba a lancé la phase décisive du contrôle routier, armant ses agents de nouveaux équipements, notamment des HERS, pour imposer la tolérance zéro face à l'incivisme. L'objectif est de restaurer l'autorité de l'État dans une capitale trop souvent asphyxiée par le désordre. Cependant, cette discipline urbaine peut-elle réellement perdurer sans une vision technologique qui dépasse la simple répression?
La question se pose alors que le monde entier bascule dans une ère nouvelle où la gestion de la cité repose de plus en plus sur l'intelligence artificielle, loin de nos réalités de mobilité quotidienne. Le monde financier subit actuellement un séisme dont les répliques atteignent directement nos prévisions budgétaires. L'or et l'argent ont connu un krach spectaculaire, perdant 20% de leur valeur en quelques jours. Cette chute brutale a été déclenchée par la décision de Donald Trump de proposer Kevin Warsh pour diriger la Réserve fédérale américaine. Pour notre pays, cette baisse des cours des métaux précieux est une alerte sérieuse car elle fragilise les recettes attendues par le Trésor public. Pendant que nos matières premières vacillent en bourse, la technologie mondiale galope à un rythme effréné. En Chine, des robocops comme le R01 commencent à réguler le trafic à Wuhan grâce à l'intelligence artificielle. Tandis qu'aux États-Unis, les robotaxis d'Amazon et Google circulent déjà à Phoenix sans aucun humain au volant. Ces innovations soulignent l'écart immense que nous devons combler pour ne pas rester de simples spectateurs d'une modernité qui redéfinit la notion même de service public. À Kikwit, une décision radicale vient de frapper le paysage politique local. Le maire a interdit toutes les activités du parti Cause Commune. Cette mesure fait suite à l'apparition de Claude Ibalanki aux côtés des rebelles de l'AFC M23 à Goma. Pour les autorités, aucune compromission avec ceux qui ensanglantent l'Est ne sera tolérée au nom de la cohésion sociale. Sur le front environnemental, Kinshasa et Paris consolident leur alliance. La ministre Marie Nyangen Dambo et son homologue française Éléonore Karoua préparent un accord cadre pour protéger le bassin du Congo. L'enjeu est d'obtenir une rémunération équitable pour les services climatiques que nos forêts rendent à l'humanité, transformant notre patrimoine naturel en un levier économique puissant. Dans le domaine de la justice, les déclarations de l'opposant Matata Ponyo résonnent avec force. Il dénonce une tentative de marchandage de sa dignité, affirmant avoir été approché par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité pour composer avec le pouvoir en échange de l'arrêt de ses poursuites judiciaires. Pour lui, son refus de vendre son honneur est la cause directe de ses ennuis judiciaires actuels. Enfin, au Nord Kivu, l'inquiétude persiste. Le général Jacques Dishaligonza mène une mission d'évaluation à Beni et Lubero. Face à des ADF qui se déplacent pour échapper aux opérations militaires, l'armée cherche à adapter sa stratégie pour protéger des populations civiles victimes de violences atroces. Nous arrivons au terme de cette édition riche en enseignements sur l'état de notre nation. Nous avons vu l'héroïsme de nos troupes neutraliser des drones kamikazes à Kisangani et reprendre le contrôle de Minembwe, prouvant que notre souveraineté se défend pied à pied. Nous avons analysé les manœuvres de Virtus Minerals, où les intérêts américains tentent d'évincer l'influence chinoise de nos mines de cobalt. Nous avons également souligné l'urgence d'une rigueur comptable exigée par le FMI pour mettre fin aux dépenses en mode urgence qui minent notre économie. Enfin, notre voyage diplomatique à Abu Dhabi nous a montré la voie d'une diversification nécessaire de nos partenariats mondiaux. La résistance de Minembwe doit nous inspirer une réflexion profonde sur la notion de souveraineté. Elle n'est pas un simple mot inscrit dans notre Constitution, mais une volonté vivante qui s'exprime quand le peuple et son armée refusent de céder devant l'injustice. La souveraineté, c'est le courage de défendre nos frontières, mais c'est aussi la sagesse de gérer nos richesses avec une transparence qui honore le sacrifice de nos soldats. Pour aller plus loin dans la compréhension de ces enjeux financiers, je vous invite à visionner sur notre chaîne l'analyse Inside News Review intitulée « L'ombre ougandaise, anatomie du pillage économique de l'Est du Congo ». Ce dossier met à nu les réseaux qui profitent du chaos à l'Est. Que la paix et la justice guident chacun de vos pas. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et protège ses enfants. Je vous donne rendez-vous demain pour notre prochaine édition. C'était Mallory. Bonsoir chez vous et bonne continuation.